Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief politique hebdomadaire, je tiens en me frottant les mains, toujours délocalisé, hein, Catherine est toujours à 7 et moi je suis à Paris où il fait moche. On voulait Aussi parler moche. de... Il fait moche partout. On voulait vous parler de différents sujets. On reviendra sur la question de l'unité de la gauche. On vous parlera de la France et de la colonisation, avec notamment les problèmes qu'il y a entre la France et l'Algérie et Emmanuel Macron en ce qu'il a raconté en Haïti. Et puis on fera un point sur Trump parce que voilà, son administration, il s'est passé plein de choses entre les États-Unis et l'Europe cette semaine. Mais d'abord, Catherine, tu voulais faire un petit point sur la revue papier, parce qu'on a eu un petit problème avec la revue papier. Oui, c'est pas long, hein, mais c'est juste pour dire à nos abonnés et même à ceux qui ne le sont pas qu'on a eu un gros problème avec la Poste, il y a eu un blocage sur le numéro de commission paritaire. Donc, notre revue a été bloquée. Elle est partie enfin vendredi matin, après 2 semaines de rétention au bureau de poste. Donc, vous allez enfin la recevoir. Donc, pardon à tous pour ce retard. Mais les autres, vous pouvez, si vous la commandez, vous l'aurez. Maintenant, c'est débloqué la situation. Exactement. Maintenant, passons à nos petits sujets. On voulait commencer donc en revenant en fait sur cette question de l'unité à gauche. C'est des réflexions qu'on a beaucoup en ce moment avec Catherine et avec Roger Martelly. Roger qui a notamment été l'auteur de la newsletter de jeudi, dans laquelle il revient justement sur ces différents espaces que sont les partis, les syndicats et les associations notamment, et où il s'interroge en fait sur le caractère collectif du travail de ces différents pôles, tu vois. Et sa conclusion, c'est de dire on ne peut pas imaginer en fait un mouvement, une dynamique victorieuse de la gauche si ces différents espaces n'arrivent pas à avancer un minimum dans la même direction. Mais vas-y, Catherine, tu te diras peut-être mieux que moi. Non, 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 mais c'était pour vous dire en ce moment, on est taraudé par le fait qu'on ait une gauche qui se fragmente de plus en plus, et pas simplement entre les partis de gauche, qui se fragmente, qui se divise aussi entre les associations, les syndicats et les partis de gauche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce d'effet d'éclatement très, très inquiétant. Et donc, Martelly a fait cette réflexion et on a bien l'intention de la poursuivre. Pour tout vous dire, on a même envie d'essayer de pousser jusqu'à écrire un livre sur ces questions des problèmes divers, mais dont celui de l'unité comme question centrale pour la gauche, et qui n'est pas qu'un problème de l'unité entre le Parti socialiste et la France insoumise. Les problèmes sont un peu plus profonds que ça. Donc oui, Roger a fait un papier sur cette question syndicat, association, parti. Et moi, je voulais revenir sur cette question à propos du papier que j'avais fait à peu près sur les mêmes enjeux, mais que j'avais fait lundi pour essayer de revenir sur l'échec, comme il faut parler de ça, l'échec des manifestations et des rassemblements qui ont eu lieu samedi dernier dans plusieurs villes de France pour s'opposer aux réactions du Front National, au Front National et en défense de l'état de droit. Il y avait vraiment très peu de monde dans ces rendez-vous. Et donc, je m'interrogeais sur les raisons de cet échec. Et comme on a eu des réactions, des gens nous ont écrit ou ont partagé ce papier et nous ont répondu en mettant en avant une contradiction qui était interne à mon texte, et que j'avais envie juste de vous dire que je ne savais pas la résoudre, mais qu'il me paraissait qu'elle était en effet un problème. Je la résume en ces termes. Je disais deux choses qui sont contradictoires entre elles. Je disais la gauche euh, devait et pouvait être unie pour la défense de l'état de droit, qu'elle est d'accord sur cet enjeu de défense de l'état de droit. Et je disais par ailleurs que la gauche souffrait d'avoir des mots valises, d'utiliser des concepts et des mots valises qui sont vides de sens,
ou qui sont devenus vides de sens avec le temps, c'est-à-dire qu'on ne les redéfinit plus, on ne réargumente plus sur les contenus. Et je me suis fait alpaguer par un certain nombre de lecteurs avisés qui disaient, mais qu'est-ce que tu racontes, madame? Tu dis qu'il faut dire les choses qui ont du sens. Or, il n'y a pas d'accord sur cette question de l'état de droit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un désaccord qui a été très clairement exprimé par Jean-Luc Mélenchon à l'égard, enfin, qui s'opposait, je dirais, à ce que le reste de la gauche a exprimé à propos de la condamnation de Marine Le Pen à de l'inéligibilité immédiate. Jean-Luc Mélenchon disant ce ne sont pas aux juges et à la justice de décider qui peut être candidat et élu, mais aux électeurs. Et que donc là, il posait un désaccord. Et donc moi, je faisais comme si tout le monde était d'accord, alors qu'en fait, tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut bien, même sur les enjeux qui sont les plus de socle pour nous, pour la gauche, c'est-à-dire par exemple cette question de la défense de l'état de droit et donc de reconnaître la séparation entre la justice et l'exécutif et le législatif, et qu'il y a des décisions qui sont supérieures à nos propres convictions, et que notamment la justice qui rend des jugements en fonction de lois qui sont établies par des parlementaires au nom du peuple français, bah, il semble qu'on ne soit pas complètement d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je savais bien, si je vous dis ça, c'est que j'avais bien conscience que je devais faire une espèce de une petite simplification en disant que toute la gauche était d'accord avec la défense de l'état de droit. Ça ne m'avait pas échappé qu'il n'y avait pas d'accord entre Jean-Luc Mélenchon et le reste de la gauche sur cette question-là, qu'il était le seul. D'ailleurs, même, il avait précisé sa position en se démarquant même du communiqué officiel de la France insoumise pour insister sur ce point, et que donc il se démarquait du reste de la gauche. Et je le savais. Et j'ai voulu, pourquoi j'ai voulu dire ça? Parce que j'ai voulu jouer la carte qui nous anime beaucoup, beaucoup d'entre nous, de se dire, il faut que la gauche retrouve davantage d'unité. C'est-à-dire qu'on a des grands fondamentaux, des grandes orientations qui doivent nous permettre de nous unir malgré nos désaccords ici et là. Bah, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'en fait, même ces grandes orientations, parfois elles sont écornées et parfois elles ne permettent pas de surmonter les désaccords, comme on a pu le voir dans ces deux manifestations convoquées à une semaine de distance l'une de l'autre. Donc en fait, je pense que le sujet de qu'est-ce qui est malade à gauche, qu'est-ce qui ne va pas et comment on arrive à surmonter cette question, ça, on peut toujours se dire que on va exiger l'unité. Et là, en l'occurrence, j'avais voulu jouer la carte de l'unité en disant toute la gauche est d'accord avec l'état de droit. Ben, j'avais un peu tordu la réalité et j'avais donc été contre l'autre idée que je voulais développer, qui était il faut quand même que on sache de quoi on parle et que les mots aient du sens et que on ne parle pas une langue vide de sens ou morte, tout simplement. Oui, pour le dire autrement, l'idée selon laquelle le problème à gauche, c'est qu'il y aurait des divergences stratégiques, mais qu'au fond, on serait d'accord, je pense c'est complètement fausse. Effectivement, comme tu le dis, moi j'irais même plus profondément, parce que tu dis les fondements, mais en vérité, je pense que c'est les différences. Entre aujourd'hui différents espaces de la gauche, c'est aussi dans le modèle de société en fait qui est porté. C'est pas le même en fait exactement. Le rapport au monde, le rapport aux autres, le rapport aux institutions, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, ben tout le monde ne le voit pas exactement de la même manière. Et quand je dis pas exactement, en vérité, ça aujourd'hui fonde des confrontations que l'on a peur d'avoir. C'est-à-dire que, tu vois, sur cette question de l'état de droit, par exemple, un des fondements de l'état de droit, on peut dire, c'est la souveraineté populaire. Bon, c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça que quand tu dis, est-ce que tout le monde est d'accord sur cette question de l'état de droit?
Jean-Luc Mélenchon, où il va jamais te dire qu'il est contre l'état de droit, ou je sais pas, qu'il veut le remettre en question. Non, non, non. C'est juste que lui, il dit, c'est la souveraineté populaire. Puis il y en a d'autres qui vont te dire, l'état de droit, c'est le respect de nos institutions, et puis notamment de la hiérarchie des normes. Et puis alors là, c'est quoi la hiérarchie des normes? La hiérarchie des normes, c'est que tu as différentes couches de normes. Donc tu as le droit international et le droit communautaire, enfin la Constitution, bon, ça qui dialogue un peu, tu sais pas trop, tu vois, genre qui est au-dessus de quoi. Puis ensuite, tu as la loi, les décrets, etc. Et qu'il y a une hiérarchie comme ça. Sauf que c'est une hiérarchie qui est pas figée. Et tu vois, par exemple, la question de savoir où est-ce que tu places le droit communautaire, c'est-à-dire le droit européen et international par rapport à notre constitution et à nos lois, est quelque chose d'assez compliqué. Ça dialogue, tu vois. Et là, à gauche, ben, on n'est pas tout à fait d'accord sur la façon dont ça dialogue. Il y en a qui vont te dire, va te faire foutre le droit européen. Genre, je vois pas pourquoi on respecterait des règles qui ont été décidées au niveau communautaire sur certains sujets, notamment des sujets économiques. Genre, on n'a pas envie, en fait, de respecter ça. Or, voilà. Et donc, et ça, je pense que ne pas vouloir travailler, parce que on en a déjà parlé, Catherine, mais ne pas vouloir travailler ces sujets de divergence en disant le seul problème, c'est la façon dont on arrive à l'égalité. Et en fait, on veut, comme toute la gauche veut l'égalité, finalement, bon, c'est bon. Tu vois, genre, on n'a pas besoin on fera contre mauvaise fortune bon cœur et au moment de l'urgence, on se réunira parce que on devra le faire. Et puis, comme à la fin, on veut à peu près la même chose, c'est bon. Mais non, en fait, on veut pas exactement la même chose. Genre, le rapport à l'écologie non plus, tu vois, genre, comment est-ce qu'on considère la planète, quelle place à quel endroit, en fait, on place ces luttes-là dans nos réflexions, tu vois. Est-ce que c'est au cœur? Est-ce que c'est périphérique? Est-ce qu'on doit considérer le vivant aussi, de façon aussi importante que l'être humain? Enfin, poser plein de questions et genre, bon, auxquelles aujourd'hui on n'a pas vraiment de réponse, mais je vois effectivement que tout le monde n'y répond pas de la même façon. Donc la seule solution, en fait, si on veut travailler collectivement, mais c'est ce que dit Roger aussi, hein, c'est la question du travail. Et il faut pas, il faut s'affronter en fait à ces questions-là. Sur la question de l'état de droit, comme sur la question, comme sur tous les autres sujets. Avec moi, c'est là que, mais parce que nous, on utilise des mots, tu vois, nous, on n'est pas dans l'action militante, etc. Mais je vois que la façon dont les gens ou les espaces, on va dire, remplissent les mots avec des définitions, sont parfois un peu problématiques, tu vois. Enfin, et c'est là qu'il y a des divergences. C'est-à-dire que moi, quand je vais dire état de droit, quand Jean-Luc Mélenchon va dire état de droit, quand Olivier Faure va dire état de droit, quand un militant écologiste va dire état de droit, quand un militant des quartiers populaires va dire état de droit, tout ça, ça veut dire des choses complètement différentes, tu vois. Il y en a qui vont considérer que l'état de droit, en fait, il veut les écraser parce que ils sont des jeunes hommes noirs ou arabes dans les quartiers populaires. Donc lui, l'état de droite, tu vois, c'est genre envoyer la police pour lui faire des contrôles aux faciès, tu vois. Pour l'état de droit, pour Ne l'écologie. pas se rebeller contre la police. Voilà, exactement. Se Mm. rebeller contre la police, tu vois, à mon sens, tu vas faire partie d'une conception de l'état de droit intéressante. Enfin, bref. Donc, du coup, il faut re-remplir ces mots. Le mot écologie, tu vois, genre, je vois très bien qu'il veut pas dire la même chose si tu t'adresses à un communiste, à un socialiste ou à un ancien socialiste insoumis, tu vois. Genre, Bon, mais on ne va pas rentrer en conclave d'un autre côté. Ce que je veux te dire, c'est que j'entends bien ce que tu es en train de dire, Pablo. Et c'est pour ça que je disais la contradiction de ce texte que j'ai fait en lundi. Il n'est pas définitif, hein, on s'en fout. Hein, mais c'était un exemple de cette difficulté quand on veut exprimer une idée et agir en même temps. Là, en l'occurrence, je voulais agir en disant nos désaccords ne sont pas insurmontables. Nous sommes tous d'accord sur la défense de l'état de droit. Voilà, donc j'avais énoncé ça pour justifier que, en fait, il n'y avait pas de raison que cette manifestation du samedi foire, puisqu'en fait, on était tous d'accord et que donc l'échec ne devait pas être recherché dans un désaccord théorique sur les raisons de cette manifestation. Ça m'intéressait parce que j'avais d'autres choses à dire après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait,
je ne sais pas si la question de l'unité peut complètement, enfin, c'est pour ça que c'est compliqué cette affaire, c'est que je ne sais pas si c'est complètement une question de définition, de se mettre d'accord sur les termes et sur les, tu vois, sur les concepts. Moi, je Je pense pense qu'il est discuté. C'est plutôt ça, tu vois. La quand, République, quand tu dis le travail, pour moi, ce que je veux dire, c'est que le travail de la politique, ce n'est pas qu'un travail de définition des concepts. On n'est pas dans un atelier de philosophie. C'est le travail, c'est bien sûr discuter de ce que le chacun met derrière les mots, mais c'est aussi lutter ensemble pour inventer les nouveaux contenus. C'est-à-dire que c'est aussi dans des pratiques et dans des luttes et dans des écrits et dans tout ça que s'invente cette patte particulière qui est la patte de la politique. Et que donc c'est, mais en même temps, donc le travail c'est fondamental, mais ce travail n'est pas du tout assimilable au travail universitaire ou simplement à la confrontation théorique et rhétorique. C'est c'est aussi faire ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la revendication d'unité, c'est elle est pas souvent accompagnée de l'idée que cette unité, elle doit nous servir à nous changer et à changer ou à préciser, enfin, à être plus juste dans ce sur quoi nous luttons. Voilà, c'est l'unité, c'est presque, c'est devenu parfois à gauche, ça devient presque un en soi. Ce qu'on veut, c'est l'unité. Alors que ce qu'on veut, c'est, il faut pas simplement l'unité. L'unité, c'est aussi le moyen de pouvoir travailler ensemble, à changer et à se mettre d'accord ou à accepter nos désaccords. C'est-à-dire que c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que c'est aussi à ne pas absolutiser tous les désaccords et considérer que si on n'est pas d'accord sur ceci et sur cela, alors on n'a plus rien à faire ensemble. Et par ailleurs, c'est aussi relativiser. Et là, en l'occurrence, ce que je crois qui est quand même une question pour la gauche, c'est que on est dans un moment d'une telle violence réactionnaire que penser que chacun peut y aller de sa petite de ses petites audaces et de ses enfin, je veux dire l'aspiration à l'unité qu'il y a à gauche, elle repose aussi sur l'idée que bon d'accord, il y a des désaccords, mais il y a quelque chose de plus fort, pas forcément qui nous unit, mais un enjeu de refus qui est encore plus fort, le refus de l'extrême droitisation qui est en train de se produire. oui, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et quand je disais qu'il fallait créer des espaces de travail, enfin, pour moi, le premier espace de travail, c'est pas une table où on va mettre les cinq patrons des grands mouvements de la gauche à définir ce que c'est que la République. Et il y en a un qui pense que la République, c'est islamophobe et laïque, je sais pas quoi, et tu sais, qui remplit avec chacun. Non, Mm. c'est pas ça. L'espace premier, pour moi, c'est la mobilisation sociale, la manifestation, en fait. Moi, c'est là que je vois le plus ce travail en profondeur de création et d'invention des concepts, tu vois. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur cette question, par exemple, des mobilisations, on voit qu'il y a une concurrence entre enfin, la France Insoumise, la CGT, les mouvements sociaux, les partis, etc. Et je trouve ça, mais catastrophique. C'est catastrophique, tu vois. Et c'est qui a la plus grosse, qui va faire la plus grosse, et on se compte, et on n'est pas ensemble. Et puis, quand je dis, quand je prends la parole, je prends la parole pour remercier les gens de mon association ou de mon, tu vois, genre, et j'oublie qu'en fait, ben, il y a le reste, tu vois. Et puis après, j'appelle à celle que j'ai appelée, mais pas à celle que les autres ont appelée. Pff, stop, tu vois, genre. Et le moment où ils diront tous, bon, bah voilà, on y va, tu vois, même là, le 1er mai, maintenant, est une source de Bah oui. enfin, genre, enfin, il a sûrement toujours été, hein. C'est pas, que c'est pas, mais ça me déprime, en fait, tu vois. Non, non, non. Politique essaie de Le récupérer. 1er mai n'est pas. Hmm. C'est pas Vas-y, dit. vas-y, termine. Non, mais voir que le 1er mai, il y a des tentatives de récupération du 1er par des partis politiques, je suis là, genre, non, non. En fait, le 1er mai, c'est tous les travailleurs et les travailleuses, tu vois, donc c'est en particulier les syndicats, enfin, les organisations syndicales
qui organise genre les travailleurs et les travailleuses, tu vois, qui appellent à cette manifestation et les partis peuvent bien sûr venir, tu vois, mais ils sont sur le côté, ils sont pas en tête de cortège et c'est très bien comme ça. Enfin, et puis on est tous là et puis bien sûr tu peux appeler, si tu as un parti, tu peux appeler au 1er mai, etc. Mais il y a des espèces de, tu vois, c'est vraiment, c'est le mot qu'utilise Roger, c'est le mot de concurrence qui est vraiment, Mm, en plus, qui est issu vraiment du capitalisme néolibéral le plus dégueulasse, qui est importé en fait à l'intérieur des espaces de la gauche et que je trouve mais d'un délétère absolu. Et parce que vraiment, j'y reviens, mais le dernier grand moment où tout le monde s'est réuni, tu vois, c'était la réforme des retraites, non pas parce qu'on était tous d'accord pour dire, euh, pour faire une proposition alternative, hein, on en a largement parlé, hein, les socialistes, les machins, tout le monde disait pas la même chose hein, sur la réforme des retraites, mais il s'est inventé quelque chose dans la rue, semaine après semaine, de mobilisation, d'intéressant, tu vois. Il y a une production qui a été faite, c'était la même chose pendant les Gilets jaunes, même si c'était un peu moins massif en termes de nombre, mais tu vois, il y a des trucs qui se passent, et tout d'un coup, on re-remplit des notions, etc. Enfin, et moi c'est ça que je trouve le plus intéressant. Mais pour ça, il faut que tout le monde à un moment accepte de dire, OK, on va y aller tous ensemble, et il n'y a pas un qui est qui veut être hégémonique par rapport à l'autre, etc. Donc mais c'est compliqué, hein. Et en ce moment, on n'a plus de mobilisation depuis 2 ans, hein, enfin de grosses mobilisations depuis la, la réforme des retraites. Sauf pour mm. l'élection de juillet dernier, où là, ça s'est mobilisé, et d'ailleurs, c'était Oui. intéressant comme moment. Bah, bon, moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que dit Martelly, c'est qu'en fait, la séparation du social et du politique, en fait, il est très problématique parce que les champs s'interpénètrent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avoir un point de vue sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que la retraite, à quel âge, comment c'est financé, quelle place ça a dans notre société, etc. C'est pas vraiment une question strictement qui relèverait strictement des compétences des partenaires sociaux. Ça relève franchement d'un choix politique et que donc on ne peut pas penser que ça relève des syndicats et que les partis politiques seraient là seulement en appui des revendications énoncées par les syndicats. Donc il y a bien un problème de cette séparation des champs qui a à voir avec la globalité des questions qui nous sont posées. La finitude de la planète fait que nos arbitrages engagent en permanence des questions qui ne sont pas simplement de l'ordre de comment on répartit les moyens, qui ne sont pas de l'ordre du syndicat ou de l'associatif, mais s'interpénètrent avec les choix de société et donc relèvent aussi de la politique. Donc moi, je trouve que cette séparation, elle est vraiment problématique. Le problème aussi, c'est qu'en fait, tous les acteurs qui doivent contribuer à cette redéfinition du choix de société et de la politique sont super malades. Alors, avec des différences, mais enfin, les syndicats ne sont pas en grande forme. Et en particulier, la CGT, elle a des problèmes qui sont des problèmes. Enfin, elle reste un syndicat solide et elle reste une référence absolue quand il y a une situation de crise dans une usine. S'il n'y a pas de syndicat, le syndicat de référence spontané pour la lutte, ça reste la CGT. Mais le problème de la faiblesse syndicale, de l'implantation des syndicats dans les entreprises reste majeur et la CGT ne remonte pas pour l'instant, ne retrouve pas sa place, la place historique qu'elle avait. Donc on a, et elle reste faible, notamment dans les nouveaux métiers, les nouveaux champs sociaux. Donc tu as les syndicats qui sont pas en super forme, tu as les associations qui sont super vieillissantes, et puis tu as des partis qui sont microscopiques. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, c'est la fin du parti d'Europe Écologie. Alors, je n'ai pas très bien compris s'ils sont 12 000 ou 18 000, parce que j'ai lu deux chiffres différents d'adhérents. Mais enfin, tu te dis, mais waouh, le Parti communiste, ils sont moins de 40 000. Enfin, je veux dire, c'est des chiffres, mais tout petits. Alors, en termes de militants, c'est tout petit, à l'échelle d'un pays comme la France, hein, où on va approcher les 70 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment pas beaucoup d'adhérents. Mais en plus, ce sont aussi les partis sont aussi complètement
éteint sur le plan intellectuel, parce que tout à l'heure on disait c'est pas, on n'est pas là pour faire de la philosophie en chambre, mais enfin on est quand même là pour penser aussi quoi. Et avant dans les partis il y avait des commissions qui fonctionnaient. Aujourd'hui les commissions ne fonctionnent quasiment plus. Il y a des fondations et des think tanks à qui on délègue la réflexion, c'est-à-dire à des gens qui sont très bien formés intellectuellement, mais qui ne sont plus des militants des partis et en qui on délègue la réflexion et la formalisation pour les partis. Donc, on a des partis qui se sont asséchés et réduits à la question de finalement la gestion de l'État, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée nationale et comment on détermine les candidats pour les élections municipales et législatives. Bah, franchement, c'est un peu pauvre, hein. Normalement, les partis sont là quand même Il pour- faut faire comme le Parti tu dis quelque communiste chose comme ça. chinois, qui, je le rappelle, a 100 millions d'adhérents. Ça, Qui? Parti communiste chinois, 100 millions d'adhérents. Ça déconne pas. Tu vois, genre, et là, ça turbine. Non, je rigole. Ouais, bah, en tout cas, évidemment que ça turbine, mais là, en l'occurrence, on ne sait plus si c'est le Parti communiste ou l'État. C'est-à-dire que là, pour le coup, la Exactement. confusion, elle est complète, hein, mais c'est certain que du côté de la Chine, ça turbine. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça turbine pas beaucoup du point de vue de notre gauche. Le seul endroit où ça turbine un peu, c'est ça turbine du côté de la France insoumise, et notamment, alors eux, ils ont créé aussi leur fondation, la fondation euh, La Boétie. la Boétie, j'allais dire Gabriel Péry, mais non, la Boétie. Euh, bon, pour l'instant, la transformation de ce lieu de réflexion dans le champ de la politique n'est pas absolument aboutie, mais il y a pas, ça ne me choque pas spécialement parce que ça mette du temps pour que ça percole, il faut un peu de temps quand même, hein. Donc bon, c'est pas particulièrement gênant, mais en revanche, ce que je note, c'est que leur idée qu'ils ont de ce que c'est que leur formation, leur mouvement, puisqu'ils n'appellent pas ça un parti, c'est leur projet, c'est la somme de tout ce que les associations et les ONG et les syndicats réclament à chaque niveau. D'où le fait qu'ils font 683 ou 18 ou 250, enfin un nombre extrêmement élevé de mesures, mais qui n'est pas formalisé dans une vision, sauf implicite. Quand Mélenchon dit sont nos candidats à propos de tel ou tel candidat en Amérique latine, ah, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi c'est nos candidats, mais donc il soutient implicitement qu'il y a une continuité qui n'est pas tellement énoncée, et son énonciation la plus aboutie, mais qui reste un peu quand même complexe, c'est l'harmonie entre les hommes et la nature. Bon, c'est bien, mais c'est un début, quoi, on va dire, c'est un tout petit début. Ouais. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même devant des problèmes de reconfiguration de toutes les forces de la gauche, sachant que tous les acteurs sont eux-mêmes pris dans des difficultés très grandes. Donc la séparation entre eux n'est plus possible, mais ce que chacun est n'est pas possible non plus. C'est-à-dire qu'ils sont trop faibles, trop bouffés par l'État, euh, et avec des modes de fonctionnement enfin, quand je dis bouffé par l'État, c'est par les problématiques de la gestion de l'État, quand bien même c'est l'État décentralisé jusqu'aux municipalités. Et puis ensuite, qu'ils ont délégué à l'extérieur la formalisation de leurs projets globaux, pas de leurs propositions ponctuelles. Bon, ben, franchement, la gauche, elle est faible, mais c'est pas par hasard qu'elle est faible. Elle est faible, voilà, je veux dire, nos difficultés, elles sont de l'ordre de l'hégémonie, de l'esprit d'hégémonie, qui est contraire à la recherche d'unité. Ça, c'est certain qu'il faut surmonter ça de toute urgence. De toute urgence, il faut rompre avec cet esprit d'hégémonie. Mais en revanche, il ne faut pas s'endormir sur la radicalité des problèmes qu'on a à traiter. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être unis pour avoir apporté une réponse correcte à toutes ces questions qui sont devant nous, quoi. C'est Euh, un minimum d'autocritique et de capacité en fait à faire le bilan de ce qu'on fait au moment presque où on le fait
Et ça, on peut pas vraiment dire que ça soit la, la, la qualité la plus développée dans les différents espaces de la gauche. C'est vrai, mais en même temps, tu vois, je jette pas la pierre parce que c'est tellement dur que tu te dis, waouh, le fascisme à nos portes et il y a deux zigomards là qui sont en vacances et qui nous disent que la gauche, elle est très, 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 très malade structurellement, intellectuellement et dans ses forces militantes. Que nous, on le dise, je trouve ça pas sympa déjà, tu vois. C'est-à-dire que il faut quand même avoir des raisons de tenir debout, quoi. Je suis d'accord, je suis Tu d'accord. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que La méthode Coué fait partie des façons de tenir bah debout. oui, Pas. Quand j'ai raison, j'avais raison depuis le début, je continue à avoir raison même si je suis seul. Voilà, bon. Et, oui, non, ça, c'est pas ça que je veux dire. C'est que quand tu dis l'autocritique n'est pas le fort de la gauche, je trouve que quand ça va très très mal, c'est pas facile d'avoir de l'autocritique, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, hein. Mais je comprends que c'est difficile quand on est militant et qu'on s'en prend plein la poire. Euh, on hmm. a plutôt envie d'avoir des gens qui vous disent que ça va aller, quoi. Mais moi, je pense que ça va pas aller. Voilà, la vérité, c'est que je pense que si on bouge pas, ça va pas aller du tout, quoi. Donc, on va essayer de se bouger nous aussi de notre côté pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, c'est un peu le sens de la newsletter que j'ai faite lundi et celle de Café Martelly jeudi. On a voulu identifier, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui ne va pas, plutôt que de dire simplement ça ne va pas. C'est qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne peut plus continuer comme ça, quoi. Et donc, je pense qu'on va très prochainement écrire quelque chose sur cette question de l'unité. Bon, Sur ce, après non, ça, mais surtout, oui, ouais, ouais, c'est ça. Bah, là, moi, j'avais envie de dire un petit mot sur ce qui s'est passé, sur ce qui est en train de se passer à Lyon 2, qui me paraît extrêmement inquiétant à propos de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Alors, Lyon 2, c'est une des universités de sciences sociales de Lyon. Et il y a eu un cours d'histoire géo euh, fait par un professeur dont j'ai pas retenu le nom, qui a été interrompu par des étudiants, apparemment une quinzaine d'étudiants masqués, qui l'ont traité de sioniste, de raciste, d'islamophobe et tout ça. Et donc, comment? et de pro-Assad. Pro-Assad, c'est ça. Donc du coup, ce professeur est allé de CNews en Figaro, de Europe 1 en BFM, etc., pour expliquer que Lyon 2 était une université islamo-gauchiste et que quand on n'était pas islamo-gauchiste, on n'avait pas sa place dans cette université. Et que Donc c'était de l'entrisme islamiste. voilà, de l'entrée. Voilà. Alors, Laurent Wauquiez, n'écoutant que son courage, a demandé qu'une commission d'enquête soit faite pour vérifier le fait que l'université de Lyon 2 reste une université qui respecte la diversité des points de vue et l'autonomie de la recherche. Et il y a eu une pétition publiée par le Figaro, signée par d'illustres universitaires, Et dont Jean-Michel Blanquer et Luc Ferry. voilà, d'anciens euh, ministres de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer et Ferry, qui disent qu'en fait, l'université française serait en train d'être mangée par la gauche et l'islamo-gauchisme. Alors, enfin, ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé d'une façon générale quand comment il s'appelle, Frédéric Vidal, qui était chargé des universités il y a 2 ans, avait demandé une enquête au CNRS sur l'islamo-gauchisme à l'université. Le CNRS lui avait dit qu'elle allait se faire voir parce qu'ils n'étaient pas du tout là pour ça. Ils ne sont pas là pour enquêter sur leurs collègues et que si elle voulait appeler la police, il fallait qu'elle fasse le 17. Mais, et par ailleurs, il n'y a pas eu d'enquête parce qu'il n'y avait pas lieu de faire cette enquête. En fait, c'était une accusation purement idéologique et sans fondement.
Mais je trouve que j'ai eu envie qu'on s'en parle parce que maintenant ça fait d'abord ça prouve que on est dans une filiation qui s'installe, qui a été portée notamment par Jean-Michel Blanquer et par tout le courant des comment ça s'appelle les printemps Ah, républicains, pareil. etc. euh, alors tout n'est pas égal par ailleurs, mais je disais là tout à l'heure Madame Elisabeth Badinter, qui en est une figure éminente, est troublée par la condamnation de Marine Le Pen, elle aussi. C'est-à-dire qu'on est devant une dérive, enfin vraiment, de ce courant de plus en plus vers l'extrême droite et une guerre euh, en direction contre les universités qui se fait vraiment pressante. Et on voit que ça se passe très très mal à Sciences Po aussi, Sciences Po Paris. Et je me dis que ce qui se passe aux États-Unis, à grande échelle et de façon extrêmement brutale, avec le gouvernement de Trump, bon, qui a supprimé 400 millions de subventions à Cambridge, 2 milliards à Harvard, euh, non, c'est pas Cambridge, une connerie, Cambridge c'est anglais. Comment c'est l'université où ils ont piqué 400 millions? Ah, il y a Harvard, il y a Columbia, il y a... Columbia, pardon, c'est Columbia, Cambridge, c'est anglais. C'est à Columbia qu'ils ont piqué 400 millions et 2 milliards à Harvard. C'est-à-dire, en fait, quand même, parmi les universités les plus prestigieuses, c'est-à-dire celles qui forment l'élite américaine, leur campagne, enfin, leur obscurantisme les pousse à détruire même ces lieux-là. Et je pense que quelque chose de cet ordre-là est en train d'advenir en France et que entre parenthèses, ça advient pas simplement à la suite de Donald Trump. Ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'on n'est pas simplement sous la pression de l'extrême droite américaine, mais que ce sont des processus qui étaient déjà engagés depuis quelques années en France et qui trouvent des développements de plus en plus affirmés, notamment avec le glissement des LR vers l'extrême droite et en particulier de Laurent Wauquiez. On va parler de Retailleau dans 2 minutes, donc c'est et en particulier Wauquiez, et en particulier Retailleau, et en particulier les LR, quoi. C'est vraiment, c'est assommant hein, de voir ce qui est en train de se passer dans l'évolution politique de ces dirigeants des LR suivis par les membres de leur parti. Hein. Mais c'est vraiment à la fois flippant et intéressant ce qui se passe dans ce monde en fait de la droite vis-à-vis des universités. J'avoue que je suis complètement estomaqué par les attaques en règle de la droite dite enfin, traditionnelle, enfin historique, à l'encontre de ce qui était quand même un espace dans lequel enfin, qu'il respectait. Il fut un temps. Il y avait du respect pour l'université, il y avait du respect pour le chercheur ou pour le professeur de la part de la droite traditionnelle. Aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, les élites de la droite ont décidé, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont décidé d'en faire vraiment leur bouc émissaire. Qu'est-ce qui ne leur plaît pas dans les libertés académiques dont jouissent aujourd'hui ces professeurs? Parce que c'est ça qu'ils accusent. Ils Mm. accusent l'université, au nom de leur liberté académique, de ne s'intéresser que à certains sujets et avec un prisme qui serait bah, contraire au leur, c'est-à-dire qui serait de gauche, quoi. Euh, et là, en fait, on arrive à un moment où on se rend compte que là, on revient aux questions de définition, tu vois. En gros, les questions de l'émancipation, et notamment l'émancipation par le savoir, la connaissance et l'éducation, est quelque chose de fondamental, en fait, à la fois pour l'université en tant que telle, mais aussi pour les professeurs de façon individuelle. Euh,
c'est à ça qu'ils travaillent, en fait. Et le problème, c'est que bah, la droite est obligée de Pendant un temps, je sais pas, j'ai l'impression que quand même, ils prenaient en compte cette question de l'émancipation universelle, gna, 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 tu vois, genre, je veux dire, Raymond Aron, je sais pas pourquoi, je reviens toujours à Raymond Aron, mais parce que je trouve que ce type était quand même d'un certain niveau, tu vois, il était vraiment de droite. Et ben, genre, il avait une pensée, en fait, de l'université. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps qu'il avait écrit dans le Figaro sur la question du savoir. Bon, bah, ça se tenait. Mais c'est vrai que parfois, ça ressemblait un peu à des trucs que auraient pu dire des gens de gauche. Aujourd'hui, en fait, ils ont lâché l'affaire. La droite a lâché l'affaire, en fait, avec ça. Elle n'a plus besoin, pour gagner, de faire semblant d'être pour l'émancipation des peuples, tu vois. Genre, elle n'a plus besoin de faire semblant de se battre pour l'égalité de tous et de toutes. Et donc, du coup, moi, c'est ça que je vois. C'est que les digues qui lâchent, notamment, enfin, qui lâchent à droite, tu vois, je pense que profondément, elles viennent d'expériences à la fois malheureuses et réussies de propositions qui font fi de toute la base de ce que à gauche, de ce pourquoi on se bat, notamment le fait qu'on ait une humanité en commun, notamment le fait que on se bat contre les inégalités entre les individus, enfin avec encore une fois plus ou moins de nuances, etc. Tu vois. Mais ça, la droite a compris. Elle se dit, attends, mais là il y a des gens qui réussissent et en fait ils ont même pas besoin de faire semblant. Tu vois, il y a que, on peut accumuler le capital, on peut accumuler le Ah bon? consensus. Ouais, mais moi, ouais, j'ai l'impression que c'est plus grave que ça encore. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, c'est que moi, ce que je crois qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, on a une politique de droite et d'extrême droite qui est contre l'émancipation, contre l'égalité, qui pense que c'est les inégalités qui sont les moteurs des sociétés et Ouais. qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes, et enfin entre les individus, voire il n'y a pas d'égalité entre les genres, voire il n'y a pas d'égalité entre les nations, et que c'est le système inégalitaire. Quand Millet dit il faut revenir à avant la Révolution française et avant le système des Lumières, avant le travail des philosophes des Lumières, bah, c'est ça qu'il dit. C'est en fait, il dit ce qui ne va pas, c'est d'avoir comme perspective la perspective de l'égalité, parce que c'est cette égalité qui nous étouffe, qui a étouffé notre dynamisme, notre créativité et l'essor des sociétés, et qu'on est étouffé par ça. Et donc, c'est ce que je crois, en effet, c'est que la droite, alors il y a plusieurs ressorts. Alors, il y a vraiment une détestation très profonde de tous les combats regroupés sous le terme bizarre de woke, hein, comme dirait Jane Fonda, mais woke, ça veut dire être conscient des inégalités, des différentes inégalités qui occupent ce monde. Donc, c'est quand même bizarre que ça devienne infamant, la conscience, mais ils veulent pas de ça, mais parce qu'en fait, là, maintenant, se nourrit, se développe un projet de société qui vise à reconstruire des inégalités, à les relégitimer. Et que donc, l'idée que tout le monde va à l'université, par exemple, ça ne Voilà. les intéresse pas du tout. C'est du partage du savoir, vraiment. Bon, c'est pas du tout leur sujet. Voilà. C'est plus leur question. C'est plus leur question. Mm. Oui, mais et c'est là que ça devient intéressant. C'est que comme en fait la question du partage de savoir était aussi un des moteurs de l'approfondissement de nos connaissances. Et ça, je pense qu'ils n'en ont pas conscience. Et c'est ce que disent d'ailleurs les chercheurs américains. Ils disent, non, attendez, là, on est en train de péter le système américain parce que comme il veut plus qu'ils s'intéressent à certaines choses, ils veulent plus de trucs ouverts, etc. Ben, on va péter la recherche en fait. Et c'est ça que c'est là qu'il y a un truc qui pour moi est vraiment assez étrange, c'est que Donald Trump, tu vois, tu as quand même des grands chercheurs, mais tous les grands chercheurs américains ou qui travaillent aux États-Unis sont là, genre, non, mais attends, là, on va même plus pouvoir se développer en médecine, même développer des fusées ou je sais pas quoi. Enfin, et en fait, on a l'impression qu'il s'en fout. Enfin, tu vois, genre que c'est la question. Et c'est intéressant parce que, tu vois, as parlé
des inégalités et des lumières. En fait, dans les lumières, on parle souvent de la philosophie et genre et des utopies politiques en fait qui ont été portées, qui ont été conceptualisées à ce moment-là. Mais les lumières, en fait, c'était accolé en fait à des mouvements à la fois artistiques, des mouvements, des avancées scientifiques, tu vois, la place de l'homme dans l'univers, etc. Enfin de la Terre. Et en fait, et tout ça en fait a L'encyclopédie. avancé en même temps. Comment l'encyclopédie exactement. Non, mais tout ça a avancé en même temps. Et ce qu'on voit, c'est que je pense que Donald Trump et Milei et Blanquer et compagnie, tu vois, veulent revenir à avant ça. Tu vois, c'est-à-dire que ça ne les intéresse même pas le développement. Ce que j'allais te dire, c'est que Pur. je suis pas sûre que Blanquer en soit là. Voilà, ça, je ne crois pas. Bah, en tout cas, je lui fais pas, je ne dirai pas ça. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que la pointe avancée de la logique, de cette logique-là, c'est de revenir à avant ça. Alors, pour moi, le problème, c'est les dynamiques, hein. C'est-à-dire que quand tu vois que Madame Badinter se met à trouver regrettable que Marine Le Pen ait été invalidée au nom de ses 11 millions d'électeurs, ce sont les logiques qui vous entraînent. Vous commencez comme ça, et puis je ne sais pas où vous allez, quoi. Et en l'occurrence, Blanquer, on sait où il est aujourd'hui, je ne sais pas où il sera demain, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne crois pas on ne peut pas dire aujourd'hui que ce monsieur soit contre le savoir, contre la raison et pour l'inégalité. Ça, je pense que moi, je me dis pas ça. Et d'ailleurs, je ne me le dis pas d'une certaine manière. C'est un peu aussi la question, tu sais, dont on discute assez souvent. Comment on caractérise les macronistes? Euh, les macronistes, ils sont pas là. Ils sont pas dans encore, ils n'en sont pas encore là. Mais une part d'entre eux non négligeable, dont fait partie Jean-Michel Blanquer, sont sur une pente dont, à mon avis, l'issue et la cohérence finale, elle est celle-là. Elle est celle qui est développée de manière la plus forte et la plus structurée par Javier Milei, donc le président argentin. On passe au sujet suivant, sinon on va jamais arriver au bout. Ouais, Euh, ouais, vas-y, tu fais vite. ouais, Vas-y, fais-le. T'avais une bonne idée, je trouvais que c'était pas mal. donc, Ouais, c'était l'histoire de. Vas-y. la question, donc, on passe à Haïti. Et à la question à Haïti, à l'Algérie, au rapport de la France avec différents endroits du monde qui s'avèrent être des espaces il a, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu différent au Proche-Orient, colonisés. Emmanuel Macron a annoncé, c'était hier, la création d'une commission binationale chargée d'étudier les effets de l'indemnité imposée en 1825, donc il y a maintenant 200 ans tout pile, c'est pour ça qu'il prenait la parole, à Haïti par la France au moment de son indépendance. Donc, il a annoncé ça. Les Haïtiens, je suis allé regarder ce matin, voilà, on acte que c'est un petit pas dans la bonne direction. Je cite un média plutôt de gauche haïtien qui titrait comme ça. Euh, on va pas revenir dans le détail dans dans ce qui est proposé, pardon. Il y a le principal problème, c'est que il y a cette question de la rançon de l'indépendance. C'est-à-dire que au moment de l'indépendance en 1825, Haïti a dû payer, genre, pendant plusieurs années, beaucoup d'années, une rançon à la France pour avoir, voilà, acté son indépendance, et que la question de leur rendre aux Haïtiens cette somme a toujours été écartée par le président français, même si le président haïtien, l'année dernière, il avait rencontré Macron et soi-disant, ils en avaient parlé. Mais il n'y a que lui qui l'a dit, et Emmanuel Macron, dans le compte-rendu, n'a pas dit la même chose. Il n'a pas dit qu'il en avait parlé. Bref, parenthèse fermée. Mais c'est vrai que quand on voit ça, quand on voit ce qui s'est passé en Algérie, où Emmanuel Macron, de la même manière il y a quelques années, avec notamment Pierre Nora, a
a voulu réfléchir en fait à cette question de la dette coloniale, du rapport de la France à cette ancienne colonie, que ça avait abouti en fait à un rapport dont, enfin moi je pensais à ce moment-là que Emmanuel Macron en avait tiré des conclusions pas inintéressantes, tu vois, parce que les discours qui en avaient été issus étaient assez intéressants dans ce qu'il racontait, nuancés, intelligents. Bon, et puis après, bon, bah, comme a dit Catherine, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a eu Bruno Retailleau. Alors là, bon, bah, arrive Bruno Retailleau et ses gros sabots. Et quand je dis Bruno Retailleau, c'est globalement un espace de droite en fait qui n'a pas envie en fait de réfléchir à ces questions-là. Mais on revient en fait à la question de tout à l'heure, tu vois. Mais pour moi, on a maintenant une énorme partie de la droite ou peut-être qu'on l'a toujours eu, tu vois, mais qui refuse de s'intéresser à cette question coloniale, qui refuse de dire que ben, l'histoire, avec un grand H, est une matière qui doit être approchée comme une science, tu vois, avec à la fois de la dialectique, En 2007, Sarkozy voulait inscrire dans la loi les bienfaits de la colonisation, hein. Donc, enfin, si tu veux, c'est à nouveau. pas qu'on refuse de s'interroger, c'est ils ont conclu, hein. Donc, Non, mais bah, justement, non, mais c'est l'inverse, en fait, que d'un débat scientifique, tu vois, que de mm. conclure. Tu vois. Genre, précisément, tu parles de dynamique, tu vois, c'est ça aussi, genre, l'envisager comme une matière malléable, tu vois, et dire, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé, comment on fait, aujourd'hui, ça va pas. Genre, tu vois, nos rapports, en fait, avec ces pays-là, notamment avec l'Algérie, ne sont pas sains, tu vois, genre, ils sont toujours empreints, en fait, de relations de domination coloniale et de rejet post-colonial, enfin, genre, qui desservent les liens forts qui existent de fait ces deux pays. Tu le rappelles assez, Catherine, tu vois, entre notamment la France et l'Algérie, il y a des liens qui sont très très forts et qu'il faut prendre en considération. Et puis, donc du coup, je pense que cette question coloniale, tu vois, qui en plus est très importante parce que tout à l'heure, tu as parlé de Lyon 2, de ce qui s'est passé à Lyon 2. En fait, ce qui était au centre de la revendication des 15 étudiants, c'était cette question coloniale. C'est ça qui était reproché au monsieur. Tu vois, on lui a dit, vous êtes un sioniste, tu vois. Et en fait, sioniste, ça veut dire, vous êtes un colonialiste, tu vois. Quand on dit vous êtes un sioniste, ça veut pas dire que genre c'est un Israélien qui habite en Israël, tu vois. C'est qu'en fait, il soutient Mm. une politique coloniale. Enfin, et donc, dans une partie, pour une partie de la gauche, et pas des moindres, et pas des moins intéressantes, loin de là, cette question coloniale structure structure toute notre société et tous nos rapports, en fait, même interpersonnels, tu vois, genre, on te place dans une hiérarchie de la colonialité, etc. Enfin, et je comprends pourquoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une lecture, et moi, à laquelle je souscris assez, mais la puissance de la France, de ce petit pays de 70 millions d'habitants, c'est pas sa géographie, c'est pas sa superbe météo dans le sud et genre tous ces climats différents, etc., etc., tu vois, c'est son histoire entremêlée à la question coloniale. C'est-à-dire qu'elle est allée pomper tout ce qu'elle a pu, partout où elle a pu, depuis des siècles et des siècles, tu vois. Ça s'est accéléré, bien évidemment, au 19e et au début du 20e siècle. Et elle a pompé, 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 pompé. Elle a asservi des peuples. Elle a dénié la possibilité à des individus d'avoir des droits. Elle a pompé les sous-sols, etc. Et c'est ça qui en fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a la Tour Eiffel, le Louvre, et avec toutes ces merveilles à l'intérieur, et qu'on a plein de boîtes du CAC 40 qui sont parmi les plus grosses boîtes du monde. Voilà. Et ça, cette pensée-là, c'est compliqué parce que, genre, évidemment, on est des décoloniaux, tu vois, genre, la question coloniale, tu vois, qui est structurante de la gauche depuis au moins Césaire, mais même avant, enfin.
qui est pensé à ce moment-là, bah, on a envie de s'en détacher et genre et en même temps, on voit bien que c'est structurant dans qui on est, tu vois, genre et donc c'est là que je dis il faut du dialogue, il faut de la réflexion et quand je vois ce que fait Emmanuel Macron en Haïti, moi je me dis bon bah ou ce qu'il a fait en Algérie, je me dis bon bah ça c'est bien, ça c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Si à un moment on veut réussir à être à nouveau en paix avec nous-mêmes et avec le monde. Vas-y. Bah, on a eu cette discussion aussi ensemble tous les deux cette semaine et j'étais très d'accord avec ce que tu disais. C'était que il y a ce que dit Emmanuel Macron qui n'est pas exactement en raccord avec ce que prétend faire Retailleau, parce qu'il prétend plus qu'il ne peut, en l'occurrence, mais en tout cas, il souffle bien sur les braises, ça c'est tout à fait certain, et tout ça pour complaire aux 80 000 membres des LR qui vont voter d'ici un mois pour les élections internes du parti, euh, mais que ça a des conséquences aussi sur les pratiques dans la société. C'est-à-dire que moi, j'insiste souvent sur le fait qu'un Français sur quatre a une relation personnelle avec l'Algérie, d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que tu soulignais le fait que ce que fait Retailleau, ça n'agit pas simplement au niveau de l'État, ça agit au niveau des sociétés et des gens. Et en l'occurrence, la crise qui est en train de se développer, euh, elle s'origine aussi dans des initiatives qui sont prises par des agents d'État français vis-à-vis d'un certain nombre d'employés de l'ambassade algérienne. Et alors, je ne rentre pas dans le détail parce que d'ailleurs, j'en suis absolument incapable de savoir exactement ce qui est reproché exactement de part et d'autre. Mais en tout cas, là, on en est à renvoyer les diplomates, rappeler les ambassadeurs, etc. Donc, on est, ce que disent les spécialistes, à une des plus graves crises dans les relations entre la France et l'Algérie. Et ce, malgré, d'une certaine manière, les desiderata du président français et du président algérien. Et que donc la diplomatie, c'est une chose, mais que ce qui se passe dans les sociétés et le fait qu'elles soient animées par de la rancœur, par de la vengeance, de la détestation, du racisme, etc., etc., euh, bah, ça peut produire des effets au plus haut niveau et détruire ou abîmer fortement des relations entre deux pays. Et Comme, je si, trouvais que c'était juste. comme dirait Bertrand Badi, les principaux acteurs diplomatiques, ce ne sont pas les États ou les diplomates, ce sont les sociétés. Voilà. Oui, voilà. J'ai trouvé que ce qui est en train de se passer là en ce moment, mais ça marche dans tous les sens, hein, parce que ça marche aussi. Il y a ceux qui veulent en découdre dans les sociétés, et puis il y a dans les sociétés ceux qui ne veulent, qui n'acceptent pas cette montée en tension et ces règlements de compte entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a quand même, enfin, je reçois de très nombreux messages de gens qui sont enchantés des positions que, par exemple, j'ai pu défendre régulièrement sur des plateaux de télé. Et si je le mentionne, c'est juste que c'est pas si souvent que ça que, je sais pas moi, qu'il y ait 500 000 vues sur une de mes interventions sur un plateau de télé parce que ça défendait l'Algérie. Et il y a beaucoup de gens qui en sont satisfaits, enfin, je veux dire, qui sont contents que on prenne la parole pour défendre l'Algérie et défendre la relation entre la France et l'Algérie et défendre les Algériens qui sont en France et défendre notre histoire commune. Enfin, je pense que ça pèse aussi, ça compte aussi dans le fait que Retailleau, eh ben, il a dû être aussi un peu calmé dans ses ardeurs. C'est-à-dire que la société, elle s'exprime dans tous ces aspects un peu contradictoires. Euh, voilà, bon, rien de plus, mais en tout cas, je pense que là, ce qui se passe entre la France et l'Algérie est au point de tensions qui ne sont pas que des problèmes diplomatiques. C'est ce qui se passe dans notre société à nous, qui pousse dans un sens ou dans un autre et avec des effets qui peuvent être des effets importants, quoi. Dernière question qu'on voulait aborder, c'est
euh, enfin, que moi je voulais aborder en tout cas, Ah bon? la question de Trump et de ce qui s'est passé là Oui. cette semaine, parce que c'est quand même assez intéressant. En gros, pour vous la faire simple, il y a eu des réunions entre les Européens les États-Unis, un peu partout. Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, est allé à Washington pour rencontrer son homologue américain. Dans le même temps, Trump invitait Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, à la Maison-Blanche. Dans le même temps, tout ça le même jour, hein, la même après-midi, il y avait Steve Witkoff, qui est genre le meilleur ami de Donald Trump et son conseiller spécial sur les questions internationales, accompagné de Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, était en visite à l'Élysée, où ils ont été reçus par Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères anglais. Et le conseiller, parce qu'ils n'ont pas encore de ministre des Affaires étrangères allemand. Donc tout ça s'est passé en même temps, avec, bon, les conclusions, tu vois, sont un peu compliquées à tirer parce que il n'y a pas vraiment il y a eu une conférence de presse commune entre Giorgia Meloni et Donald Trump où c'est toujours compliqué de comprendre exactement ce qui se dit, tu vois, à part qu'il pose la main sur sa cuisse, qui dit c'est ma meilleure amie, cette femme est une femme incroyable, genre c'est la meilleure, c'est la plus belle européenne que j'ai jamais vue, avec ses cheveux blonds, etc. Enfin bon, un délire, Donald Trump, quoi. Mais au-delà de ça, ce que je voulais noter, c'est que Donald Trump a dit de Vladimir Poutine, lors de cette conférence de presse, il a dit, de toute façon, le problème de l'Ukraine, il avait dit qu'il le résolverait en 24 heures, hein. Il a dit, le problème de l'Ukraine, c'est que Vladimir Poutine est trop lent. Il a utilisé ce terme, lent. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que au fond, je pense que c'est ça le nœud aujourd'hui, enfin un des nœuds en tout cas de ce qui se passe, c'est que vous avez des différents acteurs qui sont dans des temporalités qui sont complètement différentes. Donc vous avez Vladimir Poutine qui est genre à la tête de son empire avec bah, du coup une temporalité d'empire. Lui, on n'a rien à foutre en fait que genre ça s'éternise. Il y a une guerre de tranchées en Ukraine. Je dis ça, il faut le prendre avec, enfin, avec des pincettes, hein, mais je veux dire que le conflit s'éternise fait partie de sa stratégie depuis le début. Donc lui, il peut continuer il peut continuer comme ça. D'un autre côté, mais à l'opposé, vous avez Donald Trump qui lui réfléchit comme un businessman et qui veut une résolution tout de suite. Lui, il réfléchit en jours, voire en heures, et quand il arrive, c'est pour clore la discussion. Il y a un truc assez drôle que c'était un de ses gimmicks, un de ses comment on dit, il répétait ça tout le temps quand il est dans son émission The Apprentice. Qui était son émission de télé-réalité qui datait des années 90-2000, où en fait il virait les gens, il jouait un chef d'entreprise et donc il recrutait des gens. Bref, c'était une télé-réalité dans laquelle il y avait Trump. Et un des trucs qu'il répétait tout le temps, c'est quand vous faites une réunion, si vous programmez une réunion après, c'est que vous avez raté la réunion parce que vous n'avez pas réussi à conclure dans la réunion. Tu vois. Donc il faut pas faire de réunion d'après. Et c'est assez drôle parce que je mets ça en parallèle avec le fait que Jean-Noël Barrot, donc ministre des Affaires étrangères français, sort de la réunion avec Marco Rubio, donc l'Américain et machin, et il dit, c'est extraordinaire, nous sommes arrivés à quelque chose puisque nous avons une réunion la semaine prochaine. Et dans la même disposition, mais ça sera à Londres cette fois-ci, etc. Et j'étais là, genre, lui, qui est dans une proposition diplomatique beaucoup plus traditionnelle, démocratique, tu vois, où en fait il a besoin de temps, Jean-Noël Barrot, pour pouvoir élaborer ses propositions, des accords communs, etc. Il se félicite qu'il y ait une réunion d'après. Alors je suis sûr que Trump, il se dit genre, mais quel nulos! Ils ont même pas, ils sont parlé pendant 3 minutes ensemble, et ils ont même pas pu arriver à un deal, tu vois, parce que l'autre il veut un deal. Et et donc. Je vois en fait, voilà, la proposition impériale lente, la proposition businessman hyper rapide, et puis entre les deux, les Européens, bah nous, on est des démocraties, tu vois, où la question des opinions publiques compte, et voilà, et tout ça en fait s'entrechoque, et alors, je ne vois pas comment on peut arriver à sortir de ce délire total. Vraiment, je vois que les Américains et Jean-Noël Barrot, qui franchement, je l'ai écouté hier très attentivement, il parle bien, il a de la suite dans
les idées. Il parle un peu comme un diplomate vraiment aguerri. Mais par contre, il parle pas comme Donald Trump, tu vois, enfin, et comme le Steve Witkoff, quand même, qu'il a envoyé aux États-Unis, qui est son en Europe. Et c'est Steve Witkoff qui avait aussi rencontré Vladimir Poutine. Steve Witkoff, c'est un milliardaire dans l'immobilier. Genre, le mec, il a jamais. Genre, les questions diplomatiques, il en a rien à foutre, tu vois. Enfin, lui, il fait des deals immobiliers, il construit des tours et des piscines et des machins, tu vois. Et genre, je me dis, genre, le choc des. On en a déjà parlé, Catherine, t'en parlais, t'en as déjà très bien parlé, tu vois. Du choc, en fait, des esthétiques, du choc des façons de faire, tu vois. Genre, où tu sais, t'es habitué à être dans un truc feutré, à discuter point par point, mais eux, ils en ont rien à foutre du discuter point par point. Enfin, eux, ils veulent la paix en Ukraine, rien à foutre, les terres. Il paraît que là, a priori, on est en train de se rapprocher d'un deal de Zelensky sur les sous-sols, parce que, genre, il n'a pas le choix, hein. Il a accepté pour la première fois cette semaine, Zelensky a fait une proposition d'achat à hauteur de 2 milliards 5 d'euros d'armes aux États-Unis. Ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il n'a pas beaucoup d'argent, hein. Enfin, et là, il a dit, il a demandé aux États-Unis s'ils pouvaient acheter 2,5 milliards de missiles, je sais pas quoi. Enfin, alors qu'avant, les États-Unis lui donnaient. Et là, tout d'un coup, il doit acheter, ce qui s'était jamais résolu à faire. Donc, on voit qu'il y a des énormes changements qui sont en cours, mais globalement, enfin, comme la seule logique qui prime dans la tête de Donald Trump et que c'est aujourd'hui l'acteur le plus puissant dans ce conflit, lui, il veut faire du business avec la Russie, c'est son seul objectif, et il veut les sous-sols ukrainiens. Donc pour ça, il faut qu'il n'y ait plus la guerre. Donc pour qu'il n'y ait plus la guerre, il faut que l'Ukraine lâche à la Russie les 4 oblasts. Et donc, c'est la seule chose qu'il veut. Le reste, les relations internationales, les machins, il fait du business. Enfin, genre, du coup, c'est donnant-donnant. La question de la souveraineté des frontières, alors là, genre, on en est, genre, ça lui passe au-dessus de la tête, ça ne l'intéresse pas trop. Tu vois, genre, d'ailleurs, la souveraineté du Groenland, du Panama, rien ne l'intéresse, tu vois, genre, c'est le business. Et genre, la puissance américaine, elle se fait à travers le business, pas à travers la classique frontière politique décidée à l'ONU, quoi. Genre, C'est le business et les conditions du business, c'est la condition de la puissance, parce que quand même le Groenland, c'est à la fois les moyens du business et le passage des voies maritimes, donc c'est quand même des enjeux, enfin je veux dire, ils travaillent à reconstruire si tu veux, en fait, je pense que cette idée que Donald Trump est un deal maker est vraiment, vraiment une idée qui nous bloque parce que c'est vrai, tu as parfaitement raison sur ce que tu dis sur les temporalités, sur sa façon qu'il a de voir les choses, parce que il en a absolument rien à faire, ni des procédures, ni de la démocratie, ni de la concertation, ni rien de tout ça. En revanche, il veut prendre beaucoup de richesses pour les oligarques américains, mais il veut aussi reconstruire la puissance américaine et l'agrandir et retrouver le leadership qu'il est en train de perdre à l'échelle internationale au bénéfice de la Chine. Et donc, il y a quand même une stratégie de Donald Trump qui n'est pas qu'une stratégie d'homme d'affaires. Alors, je pense que ce que tu disais sur la temporalité est tout à fait exact, puisque il annonce que là, si ça n'avance pas plus l'histoire de l'Ukraine, ben, il va se désintéresser, il va passer à autre chose, parce que c'est quand même pas central dans son projet. Surtout s'il réussit à avoir des accords pour à terme récupérer les terres, les richesses du sous-sol ukrainien. Et pour ce qui concerne les Européens, ben écoute, moi je pense que pour l'instant ils discutent, mais qu'il n'a absolument pas l'intention d'avoir un rapport correct avec l'Europe. Il les veut vassaux, il veut que les pays européens soient des vassaux, il veut faire exploser l'UE et qu'il ait une somme de pays qui soit à sa botte, Giorgia Meloni en tête, et que les uns après les autres viennent à Canossa et acceptent, comme par exemple le Danemark, on en avait parlé la semaine dernière, le Danemark qui se voit contester sur le Groenland et le Danemark qui achète les armes aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de pays qui sont en train d'aller la corde au cou, se plier aux exigences de Trump. Donc on est devant, je pense,
que tu as raison qu'il y a des histoires de temporalité. Et puis, en même temps, je pense que ça entrechoque cette façon de voir le temps différent en fonction de là où tu te trouves. Mais en même temps, il y a quand même une stratégie qui est une stratégie de reconstitution de l'Empire américain comme première puissance avec les ressources qui vont avec les systèmes de passage et de voies qui vont avec. Le Panama et la Groenland en font partie. L'eau du Canada qui lui est indispensable. Voilà, c'est quand même. Euh, enfin, moi, enfin, voilà, je trouve qu'il avance et là, il dit clairement, bon, l'Ukraine, si ça ne se règle pas, de toute façon, c'est quand même pas stratégique pour moi, quoi. Cette affaire-là, il s'en détournera, il passera à autre chose parce que c'est pas le cœur de sa préoccupation. Comme tu dis, le cœur de sa préoccupation, c'est plutôt Vladimir Poutine et certainement pas l'Ukraine. Et pour ce qui concerne l'Europe, je pense que son objet, c'est de la faire exploser et d'avoir des pays qui viennent faire allégeance. Non, mais tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on voit comment il a des séquences où tout d'un coup, c'est la question israélienne qui vraiment concentre toute son attention. Et puis après, 2 semaines après, c'est la question européenne. Là, ce dont j'ai Mm, parlé au début, là, en fait, c'est orchestré par les Américains, tu vois. C'est mm. qui invite le cornu, qui envoie machin, tu vois. Genre, et du coup, il n'y a plus du tout Netanyahou et compagnie, tu vois. Il réoriente à chaque fois en fonction de ses envies et ce qu'il juge comme étant le plus pressant pour lui, quoi. Donc oui, demain, peut-être que ce sera autre chose. Il va se tourner. Oui, et avec aussi le fait que cette imprévisibilité qui ne permet pas de construire des stratégies Oui, c'est ça que maîtrisées. je voulais dire. Enfin, c'est-à-dire que C'est ça que d'un je seul voulais coup, dire. il te parle, puis après il te parle plus, puis tu es au cœur du sujet, puis tu l'es plus. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est cette façon erratique, elle est très déstabilisante et elle permet pas beaucoup de construire Je voulais juste de contre-offensives, d'alternatives. Je voulais juste terminer là-dessus, tu vois, quand on dit c'est un deal maker, moi je pense que c'est assez juste, mais il ne faut pas oublier que c'est comme beaucoup de capitalistes, c'est un voyou et c'est même un délinquant sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il fait des deals, mais derrière, il ne respecte pas les engagements qu'il a pris dans ces deals. Et il a fait ça pendant toute sa carrière. C'est-à-dire que c'est un menteur, c'est un filou. Il te vend un truc en fait qui est faux. Genre, il te vend genre une maison, enfin je sais pas quoi, un golf genre à Miami, mais en fait il a même pas les moyens de le faire, il le sait très bien et il te vole. Et il a fait pareil avec sa Trump Tower, il a fait pareil avec, tu vois, des faux investissements. Et je pense qu'il est en train de faire la même chose, c'est-à-dire que c'est un deal maker. Mais c'est pas au bon sens du terme. C'est un deal maker, c'est un voyou, ce type. Et là, il fait la même chose. Tu vois. Ouais, viens, on va dealer. Mais en fait, dans 3 semaines, ça se trouve, il va te planter un couteau dans le dos. Il va pas du tout respecter les engagements qu'il avait pu prendre. C'est ça le problème principal. Mais par contre, lui, je pense qu'il se voit comme un deal maker. C'est comme ça qu'il envisage la politique. Voilà. C'est Bisous. bon, après avoir dit que Donald Trump était un voyou, qu'on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.